Aujourd'hui, on s'occupe d'Alexandre le Grand, de Droysen. Voilà, chapitre premier. Et ensuite, si je ne tombe pas dans les poires, on fera du grec en chien. Le nom d'Alexandre marque dans l'histoire du monde la fin d'une période et le début d'une ère nouvelle. Les combats livrés durant 2 siècles entre les Hellènes et les Perses, la première grande lutte entre l'Orient et l'Occident que connaisse l'histoire, pas si sûr que ça. Alexandre y met fin par l'anéantissement de l'empire des Perses, par ses conquêtes qu'il pousse jusqu'au désert africain et au-delà de l'Ixarte et de l'Indus, par l'extension de la puissance et de la civilisation des Grecs sur les races épuisées et à bout de culture, par le commencement de l'hellénisme. C'est pareil. Je dirais que les Grecs, ils étaient bien épuisés. La preuve est qu'ils n'ont pas duré très longtemps ensuite. L'histoire ne connaît aucun autre événement d'une nature aussi surprenante. Jamais, ni avant ni depuis, un aussi petit peuple n'était arrivé à renverser si rapidement, si complètement la puissance d'un royaume aussi gigantesque, et à fonder sur ses ruines de nouvelles formes de gouvernement et des nationalités nouvelles. Où donc le petit monde grec a-t-il puisé l'audace nécessaire à une telle entreprise, la force pour de telles victoires, les moyens de produire de tels résultats? Comment se fait-il que l'empire des Perses, lui qui avait conquis tant de royaumes, tant de pays, et avait su les maîtriser pendant 2 siècles, lui qui naguère encore et depuis 2 générations tenait assujettis les Hellènes de la côte asiatique, lui qui avait joué le rôle d'arbitre suprême, aussi bien sur les îles que sur le continent, comment se fait-il qu'il se soit écroulé au premier choc des Macédoniens? La complète opposition qui, sous tous les rapports, existait entre les deux organismes nous fournit, au moins en partie, l'explication de ces événements. Cette opposition, déterminée à l'avance par les conditions géographiques, s'était accrue peu à peu avec le développement historique. Elle était mûre pour la solution définitive lorsqu'Alexandre partit en guerre contre Darius. Par rapport aux vieilles nations policées de l'Asie, c'est un peuple jeune que les Hellènes. Ce n'est que petit à petit que les tribus apparentées par la langue se sont groupées sous ce nom. L'heureuse formation d'une unité nationale, l'infructueuse recherche d'une unité politique et toute leur histoire. Jusqu'au jour où ce nom générique passa dans l'usage, nous n'avons sur leur passé que des renseignements incertains et légendaires. Ils se croient autochtones dans la péninsule couverte de montagnes qui étend ses côtes sinueuses depuis le Scardos et les sources de l'Axios vers le sud, jusqu'au Ténare. Ils font mention d'un certain roi Pélasgos, qui a régné dans Argos, et dont le royaume comprenait Dodone et la Thessalie, ainsi que les versants du Pinde, la Péonie et tout le pays jusqu'aux ondes limpides du Strymon. Toute la Grèce, disent-ils, se nomma d'abord Pélasgie. Les tribus du Nord restèrent dans leurs montagnes et leurs vallées, gardant leurs mœurs d'agriculteurs et de bergers. Elles conservèrent cet antique esprit religieux qui, sans donner de nom particulier aux divinités, les nommait simplement puissance. Bah oui, parce qu'elles peuvent tout, et qui reconnaissait l'action et la preuve de leur sévère gouvernement dans les alternatives du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, ainsi que dans les phénomènes de la nature. La misère domestique et peut-être aussi le besoin de mouvement conduisit d'autres tribus sur les plages voisines et de l'autre côté de la mer, soit pour chercher quelque profit dans la guerre et la piraterie, soit pour demander au hasard et à la violence une patrie nouvelle. Moi, j'ai une autre théorie, hein, mais bon. Euh, je pense que les Minoïens, dont nous n'avons pas encore su déchiffrer le linéaire,
A et B, il me semble. Peut-être qu'on a commencé on a peut-être commencé à déchiffrer le linéaire A et pas le B, ou le B et pas le A. Mais moi, je pense que ces gens étaient affiliés à la Chine. J'ai une petite intuition dans ce sens-là. Et que les Grecs sont un mélange d'autochtones et des Minoïens. Maintenant, bon, on n'y est pas. Je vais essayer de pas trop critiquer, je vais lire ce que j'ai à lire. Alors, en effet, euh, tout était abandonné à la force brutale, et l'indépendance complète et hardie était la condition du succès des entreprises et de la certitude du gain. Pour ces dernières tribus, l'idée de la divinité se transforma. Les dieux ne furent plus ces puissances, vivant et agissant paisiblement dans la nature. Il leur fallait des divinités en rapport avec leur vie, maintenant toute pleine de mouvement, puissance de l'énergie, de l'énergie que vouloir, de l'action hardie, de la main violente. Ils se transformèrent aussi bien au dedans qu'au dehors. Ils devinrent les Hellènes. Les uns se contentèrent de descendre des montagnes vers les plaines de la Thessalie, de la Béotie et du Péloponnèse et d'y rester. Les autres se sentirent attirés par la mer Égée avec ses belles îles, par les rivages qui la bornent à l'Orient avec leurs immenses plaines fertiles, derrière lesquelles les montagnes s'échelonnent jusqu'au plateau central de l'Asie mineure, et l'impulsion croissante entraînait toujours à leur suite une multitude nouvelle. En Grèce, lorsque les rois, avec leurs hétaères ou compagnons d'armes, s'étaient avancés dans les vallées et les plaines circonvoisines et en avaient chassé ou soumis les anciens habitants, il se développait dans ces contrées un État formé par les hétaères. Puis bientôt ceux-ci éliminaient la royauté primitive ou la réduisaient à un vain titre pour assurer au gouvernement aristocratique une plus grande cohésion et une plus grande stabilité. De même, les émigrants expulsés ou sortis volontairement de leur pays, afin de s'implanter plus solidement et de s'étendre avec plus de tranquillité à l'étranger et au milieu des étrangers, cherchèrent bientôt et trouvèrent des formes sociales plus libres, des allures plus expéditives, une vie plus intense et mieux entendue. C'est ainsi qu'ils devancèrent de bien loin leur pays d'origine pour la richesse, les agréments de la vie et l'éclat des arts. Les chants des Homérides sont un legs de cette époque agitée, de ces migrations de peuples par lesquelles les Hellènes s'initiaient à leur existence historique dans le cercle étroit et pourtant si riche de leur ancienne et de leur nouvelle patrie. Cette mer, avec ses îles et sa ceinture de côtes, était maintenant leur monde. Les montagnes l'entourent depuis le voisinage de l'Hellespont jusqu'à l'isthme, depuis l'isthme jusqu'au contrefort du Ténare. Sur la mer elle-même, Cythère, la Crète, Rhodes, dessinent la clôture qui reprend sur les côtes de Carie avec des massifs de montagnes plus imposants et se continue en riches vallées, en plaines fertiles et en pentes s'inclinant vers la mer jusqu'au sommet neigeux de l'Ida et jusqu'à l'Hellespont. C'est dans ce cercle étroit que, pendant des siècles, s'est agitée la vie hellénique, brillant d'un merveilleux éclat, chez ceux-là surtout qui se sentaient unis par le nom d'Ionien. Celui qui les voit là, dit le chantre aveugle de Chios, en parlant des fêtes ioniques de Délos. Hommes à l'imposante stature, femmes à la taille déliée, avec leurs vaisseaux rapides et leurs innombrables richesses, pourraient croire qu'ils ne sont soumis ni à la vieillesse ni à la mort. Grâce aux essaims sans cesse renouvelés qui partaient de chez eux et bientôt aussi des autres tribus établies sur les côtes, dans les îles ou restées dans la mère patrie, on vit s'épanouir de nouvelles cités grecques sur les bords de la Propontide, dans le Pont et jusqu'aux bouches du Tanaïs et au pied du Caucase. Une nouvelle Grèce prit naissance en Sicile et dans l'Italie méridionale. Sur la côte africaine, les Hellènes
s'établirent au bord de la Syrte. Sur les plages des Alpes-Maritimes et jusqu'aux Pyrénées, on vit croître des cités helléniques. Ainsi, de tous côtés, aussi loin que pouvaient aborder leurs rapides vaisseaux, les Hellènes s'emparaient de toutes les positions, comme si le monde leur eût appartenu. Réunis partout en petites sociétés, ils montraient la plus grande habileté à s'accommoder avec les peuples qui les environnaient, quels que fussent d'ailleurs le langage et les coutumes de ceux-ci, imitant et s'appropriant, selon la position ou les mœurs de leur cité, tout ce qu'ils trouvaient de conforme à leur génie, au milieu de cette prodigieuse variété de dialectes, de cultes et d'industries. Une rivalité perpétuelle régnait entre les colons et les villes de la mère patrie. Et pourtant, lorsque, de près ou de loin, le torrent humain qui se précipitait aux fêtes olympiques les réunissait, on les voyait s'efforçant d'obtenir le prix dans les mêmes luttes, sacrifiant aux mêmes autels, s'enthousiasmant aux mêmes hymnes. Parmi les chants qui, en mille légendes et sous les mythes les plus variés, leur représentaient leur propre image dans le récit des aventures, des entreprises et des luttes de leurs ancêtres, les plus beaux et ceux qu'ils préféraient étaient les chants qui racontaient leurs expéditions en Orient. Leurs pensées se tournaient toujours de ce côté. C'est en Orient que Zeus va ravir la fille du roi des Sidoniens, dont il donne le nom à l'Europe. C'est vers l'Orient que s'enfuit Io pour chercher les caresses du dieu hellénique, que la jalousie d'Héra lui interdit dans sa patrie. C'est en Orient qu'Hélé, cherchant la paix, veut fuir sur le bélier à la toison d'or. Mais les flots l'engloutissent avant qu'elle ait atteint la rive opposée, et les Argonautes s'élancent pour aller ravir, aux forêts de Colchide, la riche toison. C'est la première grande expédition qui mène les héros en Orient. Mais avec les héros revient Médée, la magicienne, qui porte la haine et le meurtre dans les palais des rois de l'Hellade, jusqu'à ce que, méprisée et repoussée par le héros d'Athènes, elle prenne la fuite et retourne dans sa patrie médique. Une seconde lutte héroïque succède à l'expédition des Argonautes. C'est la guerre contre Thèbes, triste exemple des haines et des guerres fratricides qui devaient désoler l'Hellade. Dans un aveuglement fatal, Laios a engendré un fils, malgré l'oracle du dieu. Oedipe, incertain, a consulté le dieu sur ses parents et son pays. Et tandis qu'il cherche une terre étrangère, il revient dans sa patrie, frappe mortellement son père, vit dans l'inceste avec sa mère, et commande dans la ville pour laquelle il eût mieux valu que l'énigme du sphinx homicide n'eût jamais été expliquée. Puis, connaissant son crime, il éteint lui-même la lumière de ses yeux et se maudit, lui, sa race, sa ville. Alors le destin se hâte d'accomplir sa malédiction jusqu'à ce que le frère ait frappé le frère, jusqu'à ce que les épigones aient vengé la mort de leur père, et qu'un amas de ruines ait couvert ces lieux témoins d'un triple et quadruple meurtre. Ainsi finissent dans le sang et les forfaits les temps héroïques. Les fils de princes, après avoir soupiré pour la belle Hélène, sont maintenant assis au foyer conjugal, entourés de leurs enfants. Ils ne combattent plus contre les géants ni contre le crime. Mais voici que retentissent les cris des héros d'Agamemnon. C'est contre l'Orient qu'ils appellent aux armes, au nom du serment fait par les prétendants. En effet, le fils du roi de Troie, que Ménélas a reçu dans son palais comme un hôte, a ravi son épouse convoitée par tant d'adorateurs. Daulis, les princes de la Grèce, et avec eux leurs hétaérès et leur peuple, se précipitent contre l'Asie. Pendant de longues années, ils combattent et ils souffrent. Le superbe Achille voit tomber son ami et n'a plus de repos avant d'avoir frappé Hector, le meurtrier de Patrocle, et de l'avoir traîné autour des murs de la ville. Mais bientôt la flèche de Paris l'atteint lui-même, et alors, d'après l'oracle divin, la chute de Troie approche. La cité expie dans une effroyable catastrophe
le crime de l'hospitalité violée. Les aventuriers ont atteint leur but, mais la patrie est perdue pour eux. Les uns trouvent la mort dans les flots d'une mer orageuse, d'autres sont emportés sur les terres lointaines des barbares, d'autres enfin succombent dans les embûches sanglantes qui les attendent chez eux, à leur foyer. Le temps des héros est passé, maintenant commence le monde vulgaire, avec des hommes tels qu'ils sont maintenant. Alléluia. Voilà ce que contiennent les légendes, les enseignements et pressentiments des vieux âges. C'est quand les chants des Homérides se turent devant des chants nouveaux qu'ils commencèrent à s'accomplir. Jamais encore les Hellènes n'avaient eu à se mesurer avec des ennemis puissants. Qu'est-ce qu'il en sait? Chaque ville s'était contentée pour sa part de se défendre contre le danger qui pouvait la menacer ou d'éviter adroitement le péril. Les Grecs étaient bien comme un seul peuple sous le rapport du langage, des mœurs, des fêtes religieuses ou des solennités des jeux, mais en politique, ils n'offraient que des villes en nombre infini et des États juxtaposés, sans lien de cohésion. Toutefois, l'aristocratie dorienne de Sparte, après avoir assujetti les anciens habitants de la vallée de l'Eurotas, conquit les pays voisins d'Argos et d'Arcadie et réduit à la condition d'Ilotes les Doriens de Messénie, avait enfin réuni presque toutes les villes du Péloponnèse en une confédération dans laquelle chaque cité conserva ou se refit une aristocratie analogue à celle de Sparte. Maîtresse du Péloponnèse, ennemie du mouvement qui déjà commençait à fermenter dans les dernières classes des populations soumises, et se glorifiant d'avoir en mains endroits brisé la tyrannie qui avait grandi çà et là à l'ombre de cette agitation naissante, Sparte était regardée comme la véritable gardienne de la race hellénique et comme la puissance qui menait le monde hellénique. Vers cette époque, un contre-courant dangereux commença à heurter ce monde débordant des Hellènes, qui ne cessait de reculer ses frontières. Les Carthaginois apparurent sur la Syrte pour s'opposer au progrès des Cyrénéens. Ils occupèrent la Sardaigne et s'unirent aux Étrusques pour chasser de Corse les Phocéens. Les Marseillais. Les villes ioniennes, que rien n'unissait, affaiblies au contraire presque toutes par des discordes intestines, ne pouvaient plus se défendre contre le roi de Lydie. Chacune traita séparément avec lui et acheta par un tribut la demi-liberté qu'il leur laissa. Déjà surgissait dans l'extrême-orient Cyrus, avec son peuple des Perses. Il s'appropriait la royauté médique et fondait la puissance des Mèdes et Perses. Victorieuses sur l'Alice, les armées de ces derniers marchèrent vers Sardes et détruisirent l'empire lydien. En vain les cités helléniques d'Asie se tournèrent-elles vers Sparte pour demander du secours. En vain essayèrent-elles de résister aux Perses. L'une après l'autre, elles durent courber la tête, et les îles voisines elles-mêmes se soumirent. Toutes furent obligées de payer tribut, de fournir des soldats. Avec la coopération du grand roi, une tyrannie d'une nouvelle espèce, celle de despotes étrangers, s'éleva dans la plupart de ces villes. Dans d'autres, l'aristocratie, sous la protection des Perses, rétablit sa puissance sur le démos. Elles rivalisèrent de zèle dans la servitude. 600 vaisseaux helléniques suivirent le grand roi dans son expédition contre les Scythes, expédition dans laquelle les Perses soumirent également tout le nord de la Propontide et les côtes jusqu'au Strymon. Ouais, mais moi, il me semble que justement, il me semble bien que les Scythes n'ont jamais été soumis. Alors, peut-être qu'ils ont fait semblant sous Cyrus, mais je suis étonnée là. Combien était profond l'abaissement de ces villes ioniennes, naguère si fières et si heureuses. Elles ne purent le supporter longtemps et se révoltèrent, soutenues seulement par les vaisseaux d'Érétrie et d'Athènes qui bientôt retournèrent chez eux. L'expédition des Ioniens contre Sardes échoua, et la puissance des Perses s'étendit de nouveau sur terre et sur mer. Puis vinrent la défaite dans la baie de Milet, la destruction de cette ville,
le châtiment terrible des rebelles et l'asservissement complet. Le plus beau tiers des possessions grecques était dévasté. La déportation, la fuite en masse en avaient fait un désert. Les flottes phéniciennes du grand roi dominaient la mer Égée. Déjà les Carthaginois, après s'être emparés de la pointe occidentale de la Sicile, commençaient à s'avancer, et les Hellènes d'Italie laissaient tout faire, absorbés qu'ils étaient par leur propre discorde. Entre Sybaris et Crotone, la guerre, qui se termina par la ruine de la première, était allumée, et pendant ce temps, les Étrusques, s'avançant vers le sud, avaient déjà conquis la Campanie. L'énergie de la race grecque en Italie commençait à se paralyser. On voyait bien dans le monde hellénique d'où venait la faute. Au temps de la lutte contre le roi de Lydie, Thalès avait conjuré toutes les villes ioniennes de s'unir en un seul État, de façon que chaque ville ne fût plus qu'une commune de cet État. J'ai les présocratiques, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, le rôle des présocratiques n'était pas qu'être des clodos et de découvrir l'atome à l'œil nu, c'était aussi des garants de la paix qui voyageaient tout le temps. La preuve. Lorsque la conquête perse commença, Bias de Priene recommanda à tous les Ioniens d'émigrer en commun, d'aller s'établir dans l'extrême Occident et d'y exécuter ce que Thalès avait conseillé. L'extrême Occident, c'est la Bretagne. Mais tout le développement qui s'était produit jusqu'à ce jour dans le monde hellénique, ce qu'il y avait de plus spontané dans sa force et son épanouissement, tenait à la complète liberté de mouvement qui avait permis à une race mobile de s'étendre de tous côtés, de pousser partout et sans cesse de nouveaux rejetons. On le devait à ce particularisme infiniment vivace qui animait toutes les communes, petites et minuscules, et qui, aussi dédaigneux que suffisant, toujours préoccupé exclusivement des avantages immédiats et personnels, se révélait maintenant comme le plus grand danger, le véritable fléau panhellénique. Il n'entrait pas dans les aptitudes de Sparte de se faire le pouvoir sauveur de la Grèce. D'autre part, quelque puissance effective qu'eût acquise çà et là la tyrannie, issue des premières agitations du démos en voie d'infranchissement, fondée comme elle l'était sur l'oppression de la classe aristocratique et la faveur des masses, elle avait fini par s'affaisser. Athènes est le seul endroit où sa chute, au lieu de ramener au pouvoir les seigneurs, résultat attendu et cherché par Sparte, avait produit une réforme hardie et libérale, une constitution avec droits égaux pour tous, ne laissant aux localités comprises dans l'État athénien qu'une indépendance communale et provoquant par là une expansion de forces intérieures capable, à peine commencée, de braver l'attaque concertée de tous les États aristocratiques d'alentour, groupés sous la direction de Sparte. Celle-ci était disposée à ramener même le tyran à Athènes. Comme les autres Péloponnésiens s'y refusaient, les Éginètes, qui craignaient de rencontrer dans Athènes une rivale sur mer, continuèrent la lutte. Pour se défendre contre la force plus grande de leur flotte, la capitale de l'Attique dut rappeler les vaisseaux qu'elle avait envoyés au secours des Ioniens et, pour avoir prêté ce secours, elle dut s'attendre, après la chute de Milée, à la vengeance du grand roi. Déjà l'armée de terre et la flotte de celui-ci s'avançaient de l'Hellespont, le long des côtes, en soumettant les villes grecques, les traces de l'intérieur des terres et le roi de Macédoine. La noblesse thessalienne rechercha l'amitié des Perses et fut imitée par les familles régnantes des dynasties de Béotie, remplies d'animosité contre Athènes. Les héros du roi parcouraient les îles et les villes pour demander la terre et l'eau. Ceux qu'on envoya à Athènes furent jetés dans le Barathron. Sparte, en ayant fait autant, ces deux villes, naguère ennemies, eurent un ennemi commun. Cependant, quand les Perses arrivèrent en Eubée, détruisirent Érétrie et abordèrent sur la côte attique, à Marathon,
Sparte hésita à répondre à l'appel des Athéniens. De toutes les Hellènes, les Platéens combattirent seuls à côté des Athéniens. La journée de Marathon sauva Athènes et la Grèce. Ce n'était là qu'une première résistance. Athènes dut se préparer à un nouveau et plus redoutable danger. Thémistocle, le plus grand homme d'État, pour la hardiesse des conceptions et la vigueur de l'exécution qu'ait eue Athènes, indiqua le moyen d'y faire face. Avant tout, il s'agissait d'empêcher les barbares de renouveler par mer une attaque soudaine contre l'Attique. C'était également pour Sparte et pour les Péloponnésiens une question de vie ou de mort que celle de fermer le chemin de la mer aux forces supérieures de l'ennemi. Les États maritimes de la Grèce, Égine, Corinthe, Athènes n'avaient pas un aussi grand nombre de vaisseaux que les Grecs asiatiques en avaient fourni à la flotte des Perses. D'après la proposition de Thémistocle, l'argent des mines du Laurion en fournit les moyens. La flotte d'Athènes fut triplée, un port militaire établi au Pirée, puis bientôt on construisit les longs murs qui renfermèrent dans la même enceinte la ville et le port. En appelant à servir comme rameurs sur la flotte la masse des citoyens pauvres qui n'étaient pas astreints au service des hoplites, en leur confiant ainsi le devoir et l'honneur du service militaire, on accentua le caractère démocratique de la Constitution, en même temps qu'on habituait le peuple à la discipline sévère du bord. Un second danger avait surgi en même temps que l'apparition de l'immense armée du grand roi. À cette époque, les Carthaginois avaient envahi la Sicile et le monde grec put mesurer la grandeur du péril qui le menaçait. Mais chez lui, on ne voyait partout que discorde, haine, querelles de voisinage, émiettement et division d'un particularisme obstiné. Cependant, les tyrans de Syracuse et d'Agrigente s'allièrent et réunirent tous les Hellènes en Sicile, ce qui donna l'espérance de pouvoir résister aux attaques puniques. Comment produire en Grèce une pareille union? D'après le conseil de Thémistocle, Athènes se subordonna à l'hégémonie de Sparte, puis ces deux villes convièrent toutes les cités helléniques à une ligue dont le conseil fédéral devait se réunir à Corinthe. Une pareille ligue n'aurait pu obliger que ceux qui y avaient adhéré. Le pas le plus hardi restait à faire. C'était d'ériger en principe politique la communauté nationale, qui jusqu'alors s'était bornée à la similitude de langage, de la religion et de la vie intellectuelle, afin de produire une coalition de tous les Hellènes, au moins pour lutter contre les barbares. La diète de Corinthe agit et légiféra en ce sens. Elle décida que toutes les rivalités entre villes grecques devaient cesser jusqu'au moment où les barbares seraient vaincus. Elle décréta de hautes trahisons quiconque aiderait les Perses par la parole ou par l'action, et statua que toute cité qui, sans y avoir été contrainte, se serait soumise aux ennemis, devait être, après la victoire, dévouée au dieu de Delphes et décimée. Hop, hop. Changement de pause. Hop. La journée de Salamine sauva la Grèce, et la victoire sur les bords de l'Hymère fut le salut de la Sicile. Cependant, la Ligue hellénique comprenait seulement les principales villes du Péloponnèse. Parmi les tribus du nord et du centre, en dehors d'Athènes, les Thespiens, les Platéens et Potidés y avaient seuls adhéré. Les batailles de Platée et de Mycale délivrèrent le pays jusqu'à l'Olympe, ainsi que les îles et les côtes ioniennes. Quelques années plus tard, cette délivrance s'étendit jusqu'à l'Hellespont et à Byzance. Dans le même temps, le tyran de Syracuse, uni aux Cuméens, battit les Étrusques dans la baie de Naples, et les Tarentins, auxquels les Iapyges avaient d'abord infligé une cruelle défaite, ayant remporté la victoire dans de nouveaux combats, devinrent maîtres de la mer Adriatique. Cependant, les Grecs d'Italie et de Sicile n'entrèrent point dans la ligue fondée sur l'isthme,
et celle-ci, sous la molle et méfiante hégémonie de Sparte, ne put recruter d'adhérents ni en Béotie, ni dans le bassin de Sperchios, ni en Thessalie. À Salamine, les Athéniens avaient mis à eux seuls plus de vaisseaux en ligne que tous les autres Grecs réunis. Ils avaient obligé Sparte à coopérer à l'affranchissement des îles et de l'Ionie. C'est à eux que les peuples ainsi délivrés offrirent l'hégémonie des forces navales communes, et Sparte dut laisser faire ce qu'elle ne pouvait empêcher. Il se forma une ligue dans la ligue. Déjà Thémistocle, en qui les Spartiates voyaient leurs plus dangereux ennemis, avait succombé à Athènes sous les efforts de ses adversaires de ce parti qui voulait maintenir l'alliance avec Sparte pour l'opposer à l'intérieur comme une digue au flot montant de la démocratie. Peut-être Thémistocle aurait-il donné à la Ligue maritime formée par Athènes une constitution différente et plus solide. Les hommes d'État qui l'organisèrent se contentèrent de règlements assez lâches, reconnaissant aux États associés des droits égaux et ménageant leur particularisme. On ne vit que trop tôt apparaître les vices d'une union ainsi constituée. La nécessité de contraindre ses membres à l'accomplissement du devoir fédéral, de punir les négligences, les résistances et défections, fit de la cité dirigeante une autorité dominante et d'humeur despotique. Les alliés libres devinrent des sujets, et même des sujets soumis à la juridiction du peuple athénien. Maîtresse de la Ligue maritime pour protéger la mer et combattre les barbares, Athènes possédait les îles de la mer Égée et les villes helléniques qui s'élevaient sur le bord septentrional de cette mer jusqu'à Byzance, ainsi que les côtes de l'Asie depuis l'entrée du pont Euxin jusqu'à Phasélis sur la mer de Pamphylie. Sous la vive impulsion de cette puissance, le commerce et la prospérité hellénique, maintenant protégés jusque dans les contrées les plus éloignées, se relevaient de nouveau. Athènes elle-même, marchant en avant avec un génie hardi et créateur dans toutes les directions de la vie intellectuelle, devint le centre d'une civilisation panhellénique dans le sens le plus complet du mot. Sparte pouvait encore conserver le nom d'hégémonie, mais elle voyait son importance disparaître de plus en plus. Elle commença à entretenir sourdement le mécontentement parmi les confédérés d'Athènes, tandis que Mégare, Argos, les Achéens et Mantinée elle-même s'alliaient avec la capitale de l'Attique. À cette époque, les Messéniens, réduits à l'état d'ilotes, se révoltèrent, et les Spartiates, hors d'état de les maîtriser, implorèrent le secours de la Ligue athénienne. Puis bientôt après, craignant les embûches et la trahison, ils renvoyèrent le secours qu'ils avaient obtenu. Cet événement amena une crise fatale. Le peuple athénien se détourna complètement de ceux qui avaient conseillé l'expédition de secours, et afin de ruiner pour toujours leur influence, il donna aux institutions démocratiques de l'État une énergique impulsion, rompit avec la Ligue hellénique et du même coup avec l'hégémonie spartiate, et résolut d'envoyer des ambassadeurs à toutes les cités grecques qui ne faisaient pas encore partie de la Ligue maritime, afin de les inviter à conclure une nouvelle union générale. Hop. Allez, je change de pose. Ça s'appelle le souplisme, c'est le yoga que j'ai inventé. Le yoga des chats et des bébés. Ce fut une rupture irrémédiable, une lutte violente s'engagea, qui n'eut pas seulement pour témoin la terre hellénique. L'Égypte, après avoir secoué la domination du grand roi, était tombée sous la puissance d'un descendant des anciens pharaons. Elle implora le secours d'Athènes. Une Égypte indépendante aurait menacé d'une manière permanente les flancs de l'empire perse. Les côtes de Syrie, Cypre, la Cilicie s'en seraient détachées de la même façon. Athènes envoya donc une flotte sur le Nil. Cette entreprise hardie de la politique athénienne échoua. L'Égypte succomba sous les armes des Perses, et Athènes, après de cruelles pertes en Afrique et de sanglants combats, parfois malheureux, livrés sur ses propres frontières, conclut la paix avec les Spartiates pour prendre sa revanche sur les barbares, et tout ce qu'elle avait soustrait sur le continent à la Ligue de Sparte fut sacrifié.
Athènes s'était arrêtée. Ça ressemble à Astérix et Obélix, dans l'histoire. Athènes s'était arrêtée, mais elle n'avait apaisé par là ni Sparte, ni les États aristocratiques, ni le particularisme. À mesure qu'elle serrait davantage les rênes de sa puissance fédérale, croissaient l'aigreur de ceux qu'elle dominait et qui déjà pouvaient espérer trouver dans les Spartiates, dans le roi de Perse, un point d'appui assuré. En dépit de cette hostilité, bien qu'Athènes eût des forces prêtes et son trésor rempli, Périclès voulut, pour maintenir la paix et avec elle la domination maritime d'Athènes, sans dépasser les limites qu'elles avaient eues jusque-là, n'employer que la supériorité d'une sage modération et l'observance rigoureuse du pacte fédéral. Mais ce système fit perdre à Athènes l'initiative au dehors et fortifia au dedans l'opposition de ceux qui voyaient dans le progrès de la démocratie, dans l'application complète de ses principes même chez les alliés, dans l'extension de la souveraineté athénienne jusque sur les villes grecques du Pont et de la Sicile, l'unique moyen de faire face au triple danger dont la puissance d'Athènes était menacée, la rivalité de Sparte et des États aristocratiques, la haine vigilante des Perses, la défection des membres de la Ligue. Tels sont les éléments de la guerre sanglante qui, pendant 30 ans, devait bouleverser le monde hellénique jusque dans ses fondements. Dans cette guerre, la prospérité, la civilisation et les arts, trésors amassés à Athènes et sous sa protection, devaient périr et, entraînant dans leur dissolution toujours plus profonde les idées morales qui se répandaient à leur suite dans le monde. Fuck. Il y eut dans cette guerre un moment, c'est l'époque d'Alcibiade et de l'expédition de Sicile, où la victoire de la puissance athénienne et son extension sur les mers de l'Occident parurent assurées. Les Carthaginois, dans l'anxiété, craignaient de voir les Attiques s'avancer contre leur cité. Mais la légèreté naturelle de celui qui, sur son bouclier d'or, portait l'image d'Éros, lançant la foudre, donna à l'intrigue de ses adversaires oligarchiques et démocratiques l'occasion de le renverser lorsqu'il lui eut suffi, pour réussir, de persévérer dans son entreprise. Il alla trouver les Spartiates, leur indiqua les moyens de subjuguer Athènes, il gagna leur cause les satrapes de l'Asie mineure et l'ordre du grand roi, à une condition toutefois, c'est que Sparte reconnut au roi le droit de reprendre ce qui lui avait autrefois appartenu. Fichtre, hein, c'est les feux de l'amour. Hein. Désolée, c'est chiant, hein, mais bon. Enfin, surtout pour ceux qui connaissent déjà. Pour les autres, ça va, c'est cool. Mais, c'est un... Je tiens à préciser que là, c'est un grand... comment dire? C'est pas... Faut pas s'y prendre au pied de la lettre non plus. Hein. C'est un flashback rapide, je veux dire. Tout mérite... enfin, chaque point mérite d'être un peu mieux expliqué, mais là, le thème, c'est quand même Alexandre le Grand. C'est pour ça qu'on va un peu vite. Et voilà. Mais c'est trop vite. Oui. Mais bon, grosso modo, faut le faire. Faut raconter ce qu'il y avait avant. Merde, j'en étais où La guerre se continua au milieu d'effrayantes alternatives. La flotte sicilienne, payée par l'or des Perses, apparut aussi et vint s'unir à celle de Sparte. Faut que je vérifie. Ouais. De Corinthe et des villes qui avaient abandonné l'alliance d'Athènes. C'est un spectacle incomparable que de voir le peuple athénien lutter, chercher avec une énergie sans cesse renaissante à sauver l'édifice croulant de sa puissance et continuer le combat jusqu'à son dernier homme et jusqu'à la dernière couronne d'or de son trésor. Après la dernière victoire qu'elle ait remportée, celle des Arginuses, Athènes, déchirée par les factions, trahie par ses généraux, pressée par la faim, succombe. Le Spartiate Lysandre rase les longs murs et livre Athènes à la tyrannie des 30.
Ce n'est pas seulement la puissance d'Athènes qui était détruite dans cette longue et terrible lutte. Le peuple athénien s'était transformé. Parmi les éléments d'abord si heureux qui le constituaient, les plus constants avaient disparu. Le déchaînement de toutes les passions démocratiques avait fait prévaloir la civilisation dissolvante dont avaient été nourris les oligarques qui, devenus maîtres absolus sous ce régime des Trente, entreprirent d'asservir le peuple épuisé. Parmi eux se trouvaient les restes dégénérés des grandes familles anciennes que la guerre avait décimées. Les rangs avaient encore été plus éclaircis dans l'ancienne classe des paysans laboureurs et hoplites. Chassés vers la ville par l'occupation du territoire attique, d'abord d'année en année, puis pour des années entières, ces malheureux sans travail, appauvris et emportés dans le tourbillon de la vie des citadins, devinrent une populace. Lorsqu'ensuite, après plus d'une année, les bannis rentrèrent de force, chassèrent les Trente et restaurèrent la démocratie, ce fut seulement le nom d'Athènes, le nom de la constitution de Solon, qui fut rétabli. Tout était appauvri, misérable, sans force et sans énergie. On redoubla de soins jaloux pour amoindrir l'autorité des charges publiques. On prévint autant que possible l'influence des personnalités marquantes. On trouva de nouvelles formes pour rendre impossible toute restriction qu'on aurait pu apporter à la liberté démocratique. Et l'on immobilisa cette dangereuse forme de gouvernement dans la phase la plus dangereuse de ses fluctuations, dans la sobriété après l'ivresse. Sous prétexte de délivrance, Sparte, pendant 30 ans, avait réuni contre Athènes toutes les haines, les craintes et les jalousies, en même temps qu'elle s'entourait de toutes les forces du particularisme. Sa victoire était complète. Sparte était un objet d'enthousiasme pour le pouvoir aristocratique qui renaissait de toutes parts. Lysandre était son héros, son dieu, on lui éleva des autels, on lui consacra des fêtes. L'ancien droit de Sparte à l'hégémonie semblait s'étendre maintenant à toute la race grecque. Mais ce n'était plus la vieille cité spartiate. Le premier article de la Constitution, si admiré de Lycurgue, était que les citoyens devaient être complètement soldats et vivre sans propriété personnelle sous une règle sévère et dans une soumission parfaite. Maintenant, au sein de la victoire, l'auréole qu'on s'était habitué à voir autour du front de Sparte a disparu. Maintenant, l'avidité de posséder et de jouir, toute espèce de dégénérescence, la nullité morale à côté de l'esprit de domination, la brutalité à côté de l'hypocrisie et de la ruse y régnaient en maîtresse. Le nombre des Spartiates diminuait constamment. Au temps des guerres médiques, il y en avait 9 ou 10 000. Dans les époques suivantes, c'est à peine si l'on en comptait 1000. Habitués chez eux à une obéissance et à une discipline extérieure rigoureuse, ils régnaient, comme Armoste, avec d'autant plus d'arbitraire et de despotisme sur les autres cités helléniques, cherchant à installer partout le même régime oligarchique qui avait remplacé à Sparte même l'ancienne aristocratie tant admirée naguère. Partout on l'introduisait, partout on proscrivait les partis vaincus et on confisquait leurs biens. Les masses errantes des bannis politiques et les tentatives qu'ils faisaient pour rentrer de vive force dans leur patrie entretenaient une agitation et une fermentation continuelle dans le monde hellénique. Il est vrai que Sparte envoya aussitôt une armée en Asie, mais pour soutenir Cyrus, révolté contre le grand roi son frère, et ce n'était qu'une armée de mercenaires. Et lorsque Cyrus fut tombé près de Babylone, lorsque les 10 000 furent arrivés à la mer et rentrés dans leur patrie sans avoir été vaincus, ni sur le champ de bataille, ni durant leur course incertaine et pleine de luttes à travers les lointains pays étrangers, lorsque les satrapes du grand roi eurent repris possession des cités helléniques de l'Asie, dont ils exigèrent tribut, alors Sparte envoya contre les Perses le jeune roi Agésilas. Celui-ci, comme s'il se fût s'agit d'une guerre nationale pour la Grèce, et qu'il eût été un autre Agamemnon, commença son entreprise par un sacrifice solennel à Aulis. Mais l'autorité béotienne troubla le sacrifice et chassa du sanctuaire les sacrificateurs. Ni Thèbes, ni Corinthe, ni Athènes
ni les autres confédérés n'envoyèrent les secours qu'on leur avait demandés. Et les premiers actes d'Agésilas en Asie fut de conclure une trêve avec les satrapes du grand roi. Blâme. Déjà, dans les pays helléniques, l'exaspération contre Sparte était plus grande qu'elle n'avait jamais été contre Athènes. Les Thébains avaient aidé les bannis d'Athènes à délivrer leur patrie. Les Corinthiens avaient été obligés de supporter que dans Syracuse, leur colonie, alors en proie aux luttes acharnées des factions et où ils avaient envoyé un de leurs meilleurs citoyens pour y travailler à ramener la paix, le parti soutenu par les Spartiates fonda la tyrannie de Dénice en assassinant le médiateur corinthien. Et ce qui était plus irritant que tout le reste, c'était de voir les Spartiates, pour contraindre Élise à l'obéissance, envahir, dévaster et morceler en districts ruraux la contrée protégée par la trêve de Dieu. Pendant que la cour de Suse, en songeant à cette expédition dans laquelle les Grecs s'étaient avancés presque jusqu'à Babylone, considérait avec anxiété l'entreprise d'Agésilas et voyait surgir au même instant un danger encore plus redoutable dans un nouveau soulèvement de l'Égypte, à laquelle Sparte s'était aussitôt alliée, un exilé d'Athènes, Conon, un des 10 stratèges des Arginus, proposa le meilleur plan pour écarter le péril. Le satrape Pharnabase se procura l'argent nécessaire pour entraîner les États les plus importants de la Grèce dans une guerre ouverte contre Sparte, et en même temps pour armer une flotte qui, sous la conduite de Conon, devait chasser de la mer les forces navales de Sparte. Au cri de liberté, Corinthe, Thèbes, Athènes, Argos se levèrent de nouveau comme une ligue des Hellènes contre Sparte. Leur première victoire fut suivie du retour précipité d'Agésilas, qui, par la bataille de Coronée, s'ouvrit de force à travers la Béotie, le chemin du retour. Mais déjà Conon avait vaincu les Spartiates et coulé la moitié de leurs vaisseaux. Voilà. Changement de page. Alors Pharnabase fait voile vers la Grèce avec la flotte, publiant partout qu'il apporte non la servitude, mais l'indépendance et la liberté. Il aborde à Cythère, à 2 pas de la côte ionienne, et bientôt il est dans l'isthme au milieu du conseil fédéral des Hellènes. Il exhorte les Hellènes à continuer vigoureusement la lutte, puis s'en retourne dans son pays, laissant à Conon la moitié de la flotte. Celui-ci court à Athènes. Avec l'or des Perses, il relève les longs murs, réunit une nouvelle flotte athénienne et enrobe une armée de mercenaires. L'arme légère des peltastes, qui Ficrate inventa et perfectionna, surpassa l'art stratégique de Sparte. Non, ça va pas comme ça. Voilà. Ah, je sais pas comment me mettre. Je sais pas comment me mettre. Alors, il était grandement temps pour Sparte de provoquer un changement. Le moyen était tout prêt. Il suffisait de tarir l'or des Perses pour mettre fin à l'enthousiasme et à la puissance des ennemis de Sparte. Antalcidas, envoyé à Suse, l'emporta sur Conon, et le grand roi envoya aux Hellènes l'ordre suivant. Il jugeait convenable, disait-il, que les villes d'Asie lui appartinssent, ainsi que les îles de Cypre et de Clazomène, que les Athéniens possédaient Lemnos, Imbros et Scyros, et que toutes les autres villes helléniques, petites ou grandes, fussent autonomes. Quant à ceux qui n'accepteraient pas cette paix, ajoutait le grand roi, il était prêt à les combattre sur terre et sur mer, avec son or et ses vaisseaux. Antalcidas, traversant les Cyclades, revint dans sa patrie avec une flotte puissante, dont les navires avaient été fournis en partie par les villes de l'Asie mineure, en partie par le tyran de Syracuse, et les vaisseaux de ses adversaires se retirèrent en toute hâte. Cette paix fut le salut de la Perse. Il fallut encore des années pour soumettre Cypre, adjugé au grand roi. Mais une fois maîtres de cette île, les Perses pouvaient espérer de réduire l'Égypte.
Athènes était satisfaite avec les 3 îles qu'on lui avait laissées. L'autonomie proclamée en Grèce avait porté la discorde jusque dans les moindres territoires et rendu impossible toute alliance, toute fédération régionale, toute formation d'une nouvelle puissance de caractère panhellénique, et Sparte était constituée la gardienne et la surveillante de cette politique des Perses dans la Grèce. Hop. Ouais, je vais encore faire 2 pages. Ouais, c'est bon, je sais jusqu'où aller. C'était une occupation suffisante pour Sparte que celle de dissoudre, en conséquence du principe d'autonomie, les ligues qui unissaient les villes et les territoires pour achever d'établir le système oligarchique que Lysandre avait inauguré et dont la guerre de Corinthe avait interrompu l'application. Olympe avait réuni en une fédération les villes de la Chalcidique et employé l'intimidation pour y faire entrer même celles qui auraient voulu rester en dehors. Les cités ainsi menacées avaient demandé du secours à Sparte. De là une expédition armée à laquelle les villes, après une longue résistance, furent obligées de se soumettre. Elles durent dissoudre leur ligue. Chemin faisant, les Spartiates avaient assailli Thèbes, y avaient établi l'oligarchie et, après avoir chassé quiconque faisait la moindre opposition, ils avaient laissé une garnison en Cadmée. Ce fut l'apogée de la puissance spartiate, un essor nécessaire et conforme à la vraie nature d'un organisme puissant qui trouve dans chaque mouvement opposé à sa pression l'occasion de s'élever plus haut et dont la pression croissante provoque une nouvelle résistance, laquelle, à son tour, autorise ce pouvoir toujours grandissant à l'écraser. Toutefois, il y avait dans ce calcul une légère lacune. Lysandre avait bien brisé la puissance d'Athènes, mais il n'avait détruit ni la civilisation qui florissait dans cette ville, ni les tendances démocratiques de l'époque éveillées par cette civilisation même. À mesure que le pouvoir aristocratique de Sparte devenait plus fort, les opposants se tournaient avec plus d'énergie vers le gouvernement démocratique, dont Athènes était devenue le plus solide rempart contre Sparte. L'autonomie imposée par le grand roi agissait dans le même sens. Les liens qui jadis avaient rattaché à chaque grande ville les plus petites disséminées autour d'elle se rompaient de toutes parts. L'autonomie dissolvante et les arrogantes prétentions à la liberté avaient pénétré jusque dans les vallées et les endroits les plus reculés. Le monde hellénique s'émiettait de plus en plus et se divisait en atomes toujours plus petits. Et cette autonomie, dans la fermentation toujours croissante de ces gouvernements minuscules, sans frein et en pleine effervescence, développait une profusion de forces et de formes, de frottements et d'éléments explosibles, que la puissance de Sparte, qui n'était que mécanique et extérieure, devait être bientôt incapable de maîtriser. Une autre circonstance venait encore ravager la situation. Aussi longtemps que, dans la ligue maritime athénienne, la mer Égée avait été le centre du monde hellénique, les villes grecques qui l'entouraient, se sentant toujours appuyées par la puissance de la Confédération, avaient constamment tenu les barbares du nord et de l'est aussi éloignés qu'il était possible. Le jour où les tribus de la Thrace avaient osé s'avancer sur l'Èbre, Athènes leur avait barré le chemin qui conduisait aux villes helléniques de la côte, en fondant sur le Strymon Amphipolis, où l'on envoya jusqu'à 10 000 colons. À cette époque, l'apparition d'une flotte attique dans le pont avait suffi pour garantir la sécurité des côtes et de la mer. Au jour de la puissance attique, l'hellénisme se fortifiait dans l'île de Cypre. Dans les eaux mêmes de l'Égypte, une flotte grecque avait combattu les Perses, et Carthage elle-même avait craint la puissance maritime d'Athènes. Par la paix d'Antalcidas, ce n'étaient pas seulement les villes de la côte d'Asie qui étaient abandonnées. La mer du centre était perdue, et ces îles, malgré le nom d'autonomie, ainsi que les golfes et les côtes même de l'Hellade, étaient mises à découvert. En même temps, les peuples du Nord commençaient à s'agiter. Les villes maritimes, depuis Byzance jusqu'aux rives du Strymon,
protégés seulement par leurs murailles et leurs mercenaires, n'auraient pu longtemps résister aux attaques des peuples de la Thrace. Les provinces macédoniennes, encore à peine unies, et dont maintenant Sparte et les villes de la Chalcidique entretenaient les discordes, ainsi qu'Athènes l'avait fait jadis, étaient elles-mêmes dans un perpétuel danger d'être envahies, à l'est par les Odryses, au nord par les Tribales, à l'ouest par les Illyriens. Déjà, derrière ces barbares, les invasions attiques s'avançaient entre la mer Adriatique et le Danube. Les Tribales commençaient leur incursion, qu'ils devaient bientôt pousser jusqu'à Abdère. Les Illyriens, qui étaient venus fondre sur l'Épire, remportaient la victoire dans une grande bataille où périssaient 15 000 épirotes, s'emparaient du pays jusqu'aux montagnes qui séparent l'Épire de la Thessalie et revenaient en arrière pour envahir la Macédoine en traversant les gorges les plus praticables des montagnes. C'est pour se préserver de tels dangers qu'Olynte avait réuni dans une ligue les villes de la Chalcidique. Mais les Spartiates, en rompant cette ligue, avaient laissé le nord du monde hellénique sans défense contre les barbares. On va s'arrêter là. Alors, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. La la la. Et j'ai acheté une ardoise. Comme ça, je pourrais faire des cours de grec en chien. Nana. Voilà. Bon, il est long, hein, ce premier chapitre. C'est pas, on parle pas encore d'Alexandre, hein, mais ça viendra bientôt. Bientôt, bientôt.